Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Si vous n'avez pas les commerciaux adéquats pour vendre votre projet, c'est pareil, le projet peut aller juste droit dans le mur, quoi. Et des projets comme ça, j'en ai connu plus d'un. Faut vous dire que vous êtes des humains à faire du clic-clic sur vos souris, et en face de vous, il y a des robots. Avant, j'avais 50 € par mois qui partaient dans une épargne retraite. Tout ça, je l'ai arrêté, et maintenant, c'est 50 € par mois dans le Bitcoin, et ça, peu importe son prix. Et j'y touche pas, c'est pour ma retraite. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. DYOR, Do Your Own Research. On voit souvent ces acronymes à la suite de fils Twitter ou de messages sur Telegram ou Discord de la part d'influenceurs qui vantent les mérites d'un projet et le potentiel de hausse de son token de façon en général très marquée. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ? À part dédouaner l'influenceur en question de toute responsabilité en cas de perte, bien sûr, quelles sont les choses à regarder ? Comment se faire son propre avis ? Et peut-on investir sur des projets crypto avec discernement et en sécurité ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Doc Marmotte, notre invité du jour. Doc est un passionné de technologie dans l'univers crypto. Son parcours professionnel dans la sécurité informatique l'oriente à informer principalement sur les thèmes liés à la sécurité et à l'hygiène numérique au travers de son compte Twitter et de sa chaîne YouTube. Au cours de l'épisode, on verra pourquoi le nombre de lancements de projets crypto a explosé sur les dernières années et poussé les entreprises traditionnelles à y participer également. Quels sont les points d'attention à regarder dans un projet quand on se prépare à investir sur son token ? On passera en revue avec Doc les principales étapes de l'analyse d'un projet, de son utilité à la nature de l'équipe dirigeante, en passant par les caractéristiques du token émis. Quelles informations pertinentes on peut tirer des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou Binance Scan et les gages de sérieux qu'ils peuvent dévoiler. Qu'est-ce qu'un token inflationniste ? Quels en sont les inconvénients ? Comment les contourner ? Et quels sont les quelques avantages qu'ils peuvent procurer aux investisseurs ? On verra enfin quelques bonnes pratiques à adopter pour évoluer en sécurité dans le monde des cryptos. Et notamment en fin d'épisode, une astuce que je te conseille de mettre en place rapidement si tu utilises un wallet MetaMask. Bref, si tu cherches à comprendre dans quoi tu investis et à évoluer avec un maximum de sécurité, cet épisode devrait te donner des ressources intéressantes. Un disclaimer quand même en introduction, on ne fait pas ici de conseils d'investissement, on te donne juste des outils pour investir de façon éclairée. Cela dit, l'univers crypto reste un univers très volatile, reste donc très prudent dans tes investissements et n'investis pas l'argent que tu ne peux pas perdre. Je compte sur toi. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de soutenir le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ou de messages envoyés sur mon compte Instagram ou par email paco@investisseur avec un s40.com. Je passe le bonjour en particulier à DL Peinture dans le département du Gard qui, d'après les photos sur Insta, fait de belles réalisations. Un bonjour aussi à Cynthia Zabat, alias BudoFit@40 sur Instagram, qui m'écrit cette semaine et qui m'a parlé d'un podcast sur la neuroscience et le vieillissement cellulaire que je suis en train de découvrir avec fascination et que je partagerai bientôt avec toi quand je l'aurai terminé. Merci Cynthia pour la recommandation. Allez, sur ce, on démarre notre conversation éclairante du jour sur l'audit de projet crypto avec Doc Marmotte. C'est parti.
Salut Doc, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Hello Paco, eh bien merci pour cette invitation et démarrons cette fantastique discussion. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne connaissent pas en fait? Oui, alors je vais me présenter très brièvement. Donc moi c'est Doc Marmotte, j'anime un compte Twitter et plusieurs chaînes, on va dire vidéo, plusieurs plateformes vidéo. Donc il y a Theta TV, Earneo, Odyssée et YouTube bien entendu. Donc je fais de l'éducation et de la vulgarisation de la technique, de tout ce qui gravite autour du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. D'accord. Tu as fait ça toujours en fait. Comment ça a commencé? Enfin peut-être toi en fait tu travailles pas forcément là-dedans dans ton quotidien. Comment tu as commencé dans ton parcours pro et quand tu en es arrivé peut-être au crypto? Alors, mon parcours pro, il y a vraiment rien de linéaire. J'ai vraiment eu beaucoup d'expérience. On va dire que je suis un autodidacte de base. Donc, j'ai connu plusieurs métiers. Après, j'ai un très gros background en sécurité informatique. J'ai découvert les crypto-monnaies en 2016. En fait, je suis tombé dedans en étudiant la technologie. Je commençais à entendre parler de blockchain à droite, à gauche, etc. Je me suis fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai potassé, j'ai étudié le truc, et là, je suis juste tombé amoureux de la technologie. Je fais, mais waouh, pourquoi ça n'a pas été créé avant, ce truc-là? Bah, au début, en fait, la technique était bien, la technologie blockchain, ça m'a passionné, mais concrètement sur le terrain, à part faire du trading, il y avait rien à faire. Et moi, tout ce qui est spéculation, trading, etc., c'était vraiment pas mon truc. Du coup, c'est pas que j'ai laissé tomber, mais voilà, je me suis pas intéressé plus que ça. Et en 2020. Là, ça a commencé à parler de finances décentralisées. Il y avait les premières applications qui commençaient à fonctionner sur Ethereum, etc. Et là, je me suis dit, là, ça commence à bouillonner, il faut que j'en remette mon nez. Et j'ai commencé à me scotcher depuis 2020, en fait, dans ce milieu-là. D'accord. Ça paraît assez évident quand on imagine les techos, tu vois, les gens qui sont dans la sécurité ou dans l'informatique, ou que c'est eux les premiers qui tombent sur la crypto, tu vois. On se dit bah oui, c'est genre dans ce milieu-là, ça doit beaucoup parler. Enfin, ça a dû être une révolution, et avant que ça arrive au grand public, ça doit arriver dans ces nappes-là. Mais finalement, tu es d'accord avec ça, ou tu penses pas forcément? Je pense que effectivement, en fait, dans tout le milieu IT, on a forcément plus facilement accès à ces nouvelles technologies-là, parce que on a toujours des collègues de bureau qui vont en parler, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes attraits, et il faut comprendre que l'informatique, c'est un peu comme la médecine, hein, c'est super large comme domaine. On peut pas être spécialisé dans tous les domaines à la fois. Je dirais que oui. Après, il est possible que il y a des personnes, on va dire, qui sont toujours en recherche constante de nouveaux investissements, etc., et qui ont compris aussi que tout ce qui est secteur technologique, c'est un petit peu les secteurs d'avenir sur pas mal de choses. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs aussi qui se sont placés de bonne heure là-dessus, quoi. Ouais, d'accord. Et donc à partir de 2020, là, tu t'es mis à fond dans la crypto, à essayer de comprendre tous ces mécanismes. Au niveau justement de ton activité professionnelle, tu continues en parallèle à travailler dans ton job à côté, ou comment ça s'organise dans ta vie en fait? Alors, j'ai continué, et là depuis très peu, donc ça va être la news sur ton podcast, hein, j'ai décidé de me consacrer 100% au milieu de la crypto. Donc en fait, j'avais des contrats, on va dire dans l'IT, etc., pas spécialement sur du long terme, mais là au fur et à mesure, j'arrête de renouveler pour consacrer toujours plus de temps au côté crypto. Ouais. Non, c'est super intéressant, et t'es pas le seul, hein, d'ailleurs, qui est passé sur le podcast et qui s'est lancé. On avait eu notamment Monsieur TK, notamment, qui était passé et puis qui a aussi sauté le pas. Mais plus généralement, c'est vrai que ce qui est assez fascinant aussi, c'est que c'est un secteur qui est en train de vraiment d'exploser. Et je lisais, je crois que c'était un article du New York Times qui est sorti hier ou avant-hier, qui parlait des banquiers, tu vois, d'affaires, et surtout des gens à la Silicon Valley qui abandonnent en fait tout ce qui est milieu bancaire, finance, pour aller dans la crypto, enfin pour lancer des projets crypto. Donc ouais, il y a un vrai mouvement, quoi, vers ça. C'est assez passionnant, hein. Ouais, je pense on est juste à l'entrée du virage, là. Tous ceux qui nous disent ah non mais de toute façon c'est trop tard, il fallait qu'on s'y mette il y a 10 ans. En fait, moi je leur dis systématiquement, mais vous regardez pas les chiffres comme il faut pas regarder le nombre d'années, depuis combien de temps c'est en route. Il faut regarder le pourcentage de personnes qui a commencé à s'y mettre, qui a commencé à adopter cette techno. Et là, le pourcentage, il est genre juste super faible. J'ai pas de chiffres concrets, mais je pense qu'on doit être à moins de 5% de la population mondiale qui a commencé clairement à se mettre dans les cryptos, quoi.
Ouais, ça te donne l'idée du potentiel, quoi. Quand tu penses à ça, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. On est vraiment les pionniers là-dedans, quoi. Donc c'est assez excitant, ouais, clairement. Et ok. Et du coup, en regardant tes vidéos YouTube, en te suivant, etc., on voit que t'as une optique. Effectivement, il y a le background sécurité informatique qui est quand même qui doit bien te servir sur quand tu fais des analyses de projets, etc. Parce que t'as un regard qui est assez particulier au niveau technique là-dessus. Et c'est ça que je voulais voir avec toi. Et c'est pour ça que je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour décortiquer, peut-être nous aider à donner un peu de sens en fait à où est-ce qu'il faut regarder en fait quand on étudie un projet. Qu'est-ce qu'on doit en particulier regarder, parce que autant on est super tôt du coup sur cette dynamique, mais justement c'est à ce moment-là qu'il y a tout et n'importe quoi, c'est un peu le Wild West, et c'est super important de pouvoir avoir une sorte de structure quand même, de guide pour s'orienter sur qu'est-ce qui est un bon projet, qu'est-ce qui est pas un bon projet. Donc c'est ça que je te proposais de voir aujourd'hui. Pour commencer, peut-être tu pourrais nous décrire un petit peu justement cet environnement en fait de projet, d'un point de vue investisseur là pour le coup, hein, mais qui peut être aussi d'un point de vue entrepreneur si on veut se lancer dedans, mais d'un point de vue investisseur, comment est-ce que tu vois l'univers des projets qui sont sortis depuis sur ces derniers mois, dernières années, et où est-ce qu'on va à l'avenir, quoi. Alors, en termes de sortie de projet, j'ai envie de dire qu'en fait, ça suit un petit peu les mouvements du Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que en 2017, par exemple, on avait, on va dire, une spéculation accrue au niveau du Bitcoin, et ça a été entouré de tout un tas de ce qu'on appelle d'ICO. Donc, ce sont des Initial Coin Offering. C'est un système qui permet d'accéder à des projets un petit peu en avant-première, etc., avec des tarifs préférentiels, et on a des super beaux white papers, mais grosso modo, on est un peu à l'aveugle sur ce qui va sortir. Et là, cette année, là, on va dire 2020-2021, ça a recommencé donc du coup à avoir une grosse spéculation sur le Bitcoin, et on a vu pareil tout un tas de nouveaux projets qui apparaissaient sous forme de tokens, etc. Bref, j'ai l'impression que ça suit le mouvement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un engouement dans un secteur, il y a toujours une tonne de parasites qui vont venir s'y coller pour en profiter. Et c'est un peu le système avec le crédit impôt recherche, hein. Le nombre de petites entreprises qui le méritent vraiment, vs le nombre d'entreprises qui sont spécialisées pour aller gratter ces fonds-là, il est juste incroyable, quoi. J'ai envie de dire que la première chose, c'est vraiment de pas se précipiter et d'essayer de comprendre les choses. Comme je dis, vous n'êtes pas en retard, il n'y a pas d'urgence. C'est pas parce que vous n'étiez pas là en 2013, 2014, ni même 2016, etc., que ça y est, vous avez loupé le train, c'est fini, vous pouvez pas investir. Parce que l'erreur, c'est d'un seul coup, en fait, les gens commencent à se mettre à en parler en famille, etc. Ah ouais, moi j'ai fait x4 l'année dernière grâce à la crypto et tout. Et là, tout le monde commence à avoir des étoiles dans les yeux. La partie cérébrale se met à arrêter de réfléchir. Et les gens ne cherchent plus à comprendre. C'est ouais, je vais me faire de l'argent là-dedans. Et c'est souvent les projets les plus brillants qui attirent le plus de monde. C'est un peu l'effet paillette, hein, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire que plus un projet va se mettre en avant, va faire de bruit, va faire de pub, on est la nouvelle révolution, avec nous fois 1000, etc. Et souvent les gens, ah ouais, c'est dans leur tête, ça fait c'est un peu le genre de projet que mon beau-frère m'a parlé au repas de Noël, etc. Ouais, j'investis là-dedans. Et autant il y a des personnes des fois pour acheter une télé, un lit, des objets du quotidien qui servent. Ils prennent plusieurs jours de réflexion. Ils font des tas de comparatifs. Et dans la crypto-monnaie, ils sont tellement aveuglés par l'appât du gain qu'en moins de 5 minutes, ils font j'achète. Et ça, moi, ça me rend malade personnellement. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est aussi la facilité, je pense, avec l'arrivée des échanges décentralisés, et voilà, tu vois, Uniswap, quand Uniswap est arrivé, tu pouvais en 2-3 clics d'un coup transformer ton portefeuille et changer des actifs. C'est un peu trop tentant, tu vois. J'imagine que c'est un peu pour ça que ça s'est arrivé, quoi. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un projet, en fait, parce que pour poser les bases, en fait, l'idée c'est parce qu'on s'imagine que c'est comme une entreprise, tu vois, et tu montes d'abord une stratégie, etc. Tu fais venir des salariés, ensuite des actionnaires, tu investis, tu fais des résultats. Comment ça s'organise un projet? C'est vraiment comme une entreprise? Clairement, on peut vraiment voir ça comme une entreprise, hein. Même si, on va dire, juridiquement, maintenant, on a ce qu'on appelle les DAO, donc ce sont des organisations qui sont décentralisées.
Mais l'objectif, ça reste quand même d'être rentable pour pouvoir payer les participants à la DAO, ceux qui bossent pour le projet, et continuer de développer le projet. Donc oui, on peut clairement comparer ça à une entreprise. Il y a d'ailleurs des entreprises qui n'arrivent pas à lever des fonds via les systèmes traditionnels et qui du coup passent par la crypto parce qu'ils savent qu'il y a un petit peu tout le monde qui investit, on va dire de manière aveugle dans la crypto selon les moments. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment d'un point de vue de l'entreprise, c'est une façon d'accéder à des fonds finalement qui se fait via la blockchain. Voilà, tout à fait. Au lieu de passer, parce qu'il y en a des fois, ils font des systèmes de crowdfunding, on va dire traditionnels, où après personnellement, je suis jamais passé par ces systèmes administratifs, mais quand on fait des tours de table, qu'on va toquer à différentes portes de business angel, etc., pour faire des levées de fonds, c'est quelque chose qui est quand même, à mon avis, assez fastidieux et assez chronophage, alors que monter une ICO, de mon point de vue, après peut-être que pour quelqu'un qui est expert en levée de fonds, etc., ça sera tout le contraire, sa vision. Mais de mon point de vue, c'est beaucoup plus simple de créer une ICO. Créer un token, c'est pas très compliqué. On trouve un endroit pour le mettre en vente, etc. Enfin bref, je pense que la manière de passer par une ICO est des fois quand même plus rapide que de passer par un système de tour de table traditionnel, quoi. Donc c'est pour ça que ça attire aussi, je pense, que certaines entreprises, quoi. Après, est-ce que les entreprises ont réellement l'utilité d'avoir un jeton sur la blockchain? Ça, c'est franchement, ça se discute vraiment selon les projets, quoi. D'accord. Aussi, pour voir un peu les choses concrètement, un jeton, du coup, parce que une action d'une entreprise, on voit ce que c'est. Si on se fait lister sur, Stock Exchange, on a une action qui peut être achetée par des actionnaires. Pour créer un token, qu'est-ce que ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est faisable en fait? Quelles sont les étapes? Pour créer un token? Limite, je pourrais le faire en live. En fait, il y a des outils maintenant, ça prend 3 clics. Vous définissez le nom du token, combien vous voulez en émettre, et puis vous pouvez rajouter des options genre la possibilité d'en recréer ou la possibilité d'en burner, etc. Enfin bref, il y a des petits outils maintenant, ça se fait en quelques clics et ça vous coûte sur Ethereum forcément ça coûte toujours assez cher, mais sur d'autres blockchains comme Polygon ou la Binance Smart Chain, etc., ça vous coûte quelques dollars, quoi. Ça, à tout casser, ça coûte une dizaine de dollars, je dirais, quoi. Ouais, d'accord. Donc l'idée quand quelqu'un ou un projet dit qu'elle a un token, le fait de dire que c'est un token, ça veut pas dire que forcément, ça veut pas dire que le projet est sérieux ou ou donne une quelconque crédibilité finalement. Puisque non, absolument pas. Et ça rend du coup la sélection encore plus importante. Quelles sont les choses que tu regardes toi sur un projet, ou quelles sont les choses peut-être basiques à regarder sur un projet pour s'assurer que on va pas se planter déjà de base en fait? Alors déjà, j'ai envie de dire qu'il faut commencer dans l'ordre des choses. Il faut déjà avoir des objectifs. Il faut déjà avoir des objectifs en tête. C'est pourquoi vous souhaitez investir dans un projet crypto. Est-ce que c'est parce que vous avez un besoin d'argent rapide? Est-ce que c'est parce que vous voulez commencer à épargner sur le long terme? Est-ce que c'est pour vous faire un système d'investissement diversifié? Enfin bref, il faut vraiment, avant de se lancer pour moi, n'importe quel investissement, il faut vraiment définir sa stratégie, pourquoi on veut investir là-dedans. Après, les premières bases, moi, que je regarde sur un projet, c'est le white paper, la documentation du site. Si je comprends pas en moins de 15 minutes à quoi sert le projet concrètement, déjà je passe à autre chose. C'est que, pour moi, c'est hyper important qu'un projet soit bien explicite et qu'on comprenne bien là où il veut en venir, qu'est-ce qu'il peut amener comme solution, quel problème il peut résoudre. Si on n'est pas capable de comprendre ça en moins de 15 minutes, c'est que le projet est mal expliqué déjà, ou alors que ça essaye de noyer le poisson avec des mots magiques. Enfin, le nombre de projets comme ça où ils vous mettent un super site en avant avec en ce moment les mots à la mode, c'est scalabilité, défi, NFT, smart contract. Enfin bref, il y a des petits mots magiques comme ça qui ont des tendances de mode qui ont tendance à revenir. Et souvent, quand on discute en fait avec des gens, on va dire de la communauté de ces projets-là, on leur demande pourquoi il est bien le projet. Ils vous ressortent les grands mots
qui sont affichés en première page sur le site web. Bon, voilà, là déjà on va pas plus loin, quoi. Enfin, s'ils sont pas capables de dire concrètement à quoi ça sert, ce que ça va changer, parce que oui, c'est bien d'être scalable, mais est-ce que vous êtes les seuls scalables? Parce qu'il y a déjà des solutions qui sont hyper scalables. Qu'est-ce que cette nouvelle solution va apporter de plus? Pour dire, je suis un énième projet qui va parler de scalabilité. Son pourcentage de développement est plus que réduit, parce que comment dire, le terrain de jeu des projets de scalabilité a déjà été envahi par 2-3 mastodontes, et c'est comme si demain on disait j'ai une idée de moteur de recherche, super, ça va détrôner Google. Il y a combien de personnes qui va y croire à celle-là? C'est possible, hein, mais la probabilité de réussite, elle est juste infime. Ouais, c'est clair. Et moi, j'entends beaucoup, je le lis beaucoup aussi sur quand j'essaie de voir quels sont les projets. Il y a toujours, à un moment donné, cette idée d'être le concurrent le plus dangereux d'un projet qui a déjà fait ses preuves, en fait. Donc, on se raccroche finalement à une réussite et on va le détrôner. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement à quel point on peut croire à ces choses, parce qu'il y a des réussites qui arrivent en fait. Donc il n'y a pas que du négatif non plus. Et sur quel spec peut-être, quelles sont les choses que... Donc là on a vu, on parlait du white paper. Donc si un white paper qui est à peu près bien articulé, qui montre qu'il y a un projet derrière et qui peut être valide, mais après il faut être ambitieux. Quelles sont la deuxième étape une fois que ça c'est validé, pour peut-être creuser un peu plus en fait et voir s'il y a une vraie chance de succès. Alors, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est quel est le business model, grosso modo, du projet. Si on comprend pas comment ils sont capables de faire rentrer l'argent dans les caisses, c'est qu'il y a un souci quelque part. Si on me dit un projet va t'apporter tout ça, ouais, mais au final, le projet, qu'est-ce qu'il récupère? Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière, comment vous faites pour les rémunérer, etc. Si on n'arrive pas bien à comprendre ça, pour moi, c'est pas clean. Et aussi toute la partie, donc, comme on évoquait juste avant, la partie concurrence. Il y a quels sont les concurrents du projet sur le domaine? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a déjà 100? Tout ça, ça limite grandement en fait les potentiels de réussite. Il va y avoir après toute la stratégie partenaire. Alors ça c'est pareil, mais il faut se méfier. Mais ils ont des systèmes d'aveuglement sur leur site, genre on travaille avec tel partenaire et ils sortent des grands noms. Et en fait c'est juste parce que des fois il y en a, ils se permettent de mettre ça parce que ils ont fait une fois une conférence avec eux, où ils ont fait 3 échanges d'emails, ils disent c'est nos partenaires. Définissez ce que c'est qu'un partenaire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec eux? Est-ce que les partenaires sur leur page, ils parlent effectivement de ce produit ou pas? Alors je sais, ça peut paraître beaucoup de travail de recherche, mais voilà, c'est comme quand on veut choisir une nouvelle télé, un nouveau smartphone, on fait ses recherches. C'est la même chose pour les projets, quoi. Ouais, c'est un truc qu'on voit souvent sur les Twitter et les fils, etc. DYOR, donc do your own research. C'est vraiment fait tes devoirs de travail pour pouvoir analyser et rechercher. Et c'est intéressant quand tu parles de ça sur les partenariats, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'interprétations sur ils sont partenaires. Il y a, comme tu dis, on fait une conférence juste avec. Il y a aussi tout simplement le grand nom qui a utilisé à un moment donné le produit du projet, mais il a utilisé simplement. C'est pas la même notion forcément que partenariat pour moi, et c'est peut-être aussi un peu trompeur. Il y a que en grattant vraiment, en regardant la relation qu'il y a entre ce projet et le projet soi-disant partenaire, que tu trouves que tu trouves tes réponses. Ouais, clairement. Enfin, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé d'autres techniques, et je dis pas non plus que c'est une chose simple, parce que aller chercher les informations, etc. Des fois, c'est passer par le Discord, c'est essayer de trouver des articles qui sont déjà sortis quelque part, qui confirment ce qu'on vous a dit sur le Discord. Enfin, c'est vraiment du travail. Ça se fait pas en 5 minutes, 3 clics et c'est bon, j'ai ma réponse. Ouais. Il y a un autre grand classique qui sort souvent, c'est le listing, quoi. Le listing sur un exchange, c'est ça qui va faire pumper le prix d'un projet. Qu'est-ce que tu en penses de ça, et voilà. Alors, pour moi, ça c'est une part importante. Effectivement, le listing d'un projet sur un exchange, tout simplement en fait pour la partie liquidité. C'est-à-dire que si vous achetez un token qui est présent sur un seul exchange, si demain l'exchange il arrive un problème où il déliste le token, eh ben là bon courage après pour vous débarrasser de ce que vous avez acheté. Plus un token sera listé sur de nombreux exchanges, et enfin il faut vraiment privilégier
les gros exchanges, les mastodontes, donc des Kraken, des Binance, Coinbase, Crypto.com, KuCoin, enfin vraiment vous allez sur CoinGecko, ça vous liste tous les plus gros exchanges. C'est vraiment cette partie-là qu'il faut regarder s'ils sont listés vraiment sur des gros exchanges. Et plus il sera listé sur de gros exchanges, plus on va dire vous aurez de la sécurité pour revendre celui-ci, que ce soit pour l'acheter et le revendre. Plus il est disponible sur des exchanges avec de l'importance, avec pignon sur rue, plus c'est un gage de sécurité en fait au niveau du token. Ouais, donc il y a vraiment une importance, mais il faut que ça soit des exchanges reconnus du coup, pour que ouais c'est mieux quoi. Que ça soit valide quoi. Ok. Après les histoires de pump de prix, honnêtement, hein, je déconseille les gens de mettre le nez là-dedans. Ils vont se prendre, enfin surtout s'ils sont débutants, hein, ils vont se prendre des claques, ils vont pas les voir venir. Faut vous dire que vous êtes des humains à faire du clic-clic sur vos souris et en face de vous il y a des robots. Vous n'avez absolument pas, enfin c'est comme se battre contre Terminator, on n'a pas du tout les mêmes notions de réflexe quoi. Ouais, c'est pas, c'est un peu déséquilibré comme challenge quoi. On n'est pas du bon côté quoi. Non, tout à fait. En fait, oui, effectivement, quand je dirais que 90% des listings, ça se passe comme ça, quand ça se fait lister en fait sur un nouvel exchange ou que c'est son premier listing quelque part, les prix ça se passe en quelques minutes, hein. En général, en moins d'une heure, c'est réglé. Ça fait sa montée, ça fait sa descente. Mais d'un seul coup, les prix se mettent à exploser parce que, je sais pas, c'est une coutume. Il y a tout le monde d'un seul coup qui se jette sur ce token-là, ou tout le monde qui sait que d'un seul coup ça va pumper, donc qui essaye de tenter sa chance, de l'acheter bas et de la revendre quand ça arrive tout en haut. Sauf que, ça se fait vraiment de manière très rapide. Et un novice ne va pas, enfin le temps qu'il va prendre à réfléchir en se disant est-ce que c'est bon, est-ce que là j'ai pris assez, oh non je pense que ça peut encore monter, enfin il y en a beaucoup qui vont perdre des plumes là-dedans quoi. Donc vaut mieux attendre quelques jours, une fois que la folie elle est passée, que le prix s'est stabilisé, là on peut rentrer. Donc oui, on peut peut-être avoir perdu un petit peu parce que ça aurait été plus intéressant de l'acheter juste 2 minutes après son listing. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle à mon avis. Ouais, surtout sur ces moments clés de listing ou de grosses news où là effectivement il y a l'effet spéculatif qui est tellement fort que ça fait une sorte de vague qui même si qui balaye en fait tous les effets de fondamentaux même du projet en fait. Et je trouve que c'est ça qui est compliqué moi en tant qu'investisseur crypto, c'est qu'on a du mal à identifier ce qui est dans le prix est lié aux fondamentaux, aux use case, parce qu'en fait il y a une partie, pour moi le côté vertueux de la valorisation d'un projet, ça devrait être dans l'argent qui dégage de lui-même, tu vois, typiquement sur la DeFi, les fees, etc. qu'on fait par exemple sur un échange centralisé qui est un token, ça peut être les fees sur chaque échange, ça c'est quelque chose de tangible et pour moi ça peut mériter, ça peut être intégré dans le prix, mais il y a une grosse partie qui est la hype, qui est on aime ce secteur tout simplement parce qu'on en parle beaucoup, il y a écrit NFT dessus, etc. Et en tant qu'investisseur, tu peux avoir fait ton boulot, avoir vu que le projet il a quelque chose de valide et y aller, mais à côté de ça, si tout simplement les gens vont ailleurs parce que il y a un autre projet ailleurs ou parce que il y a plus la hype, tu te retrouves à perdre énormément alors que t'as forcément raison parce que les fondamentaux sont bons, tu vois. Comment c'est chaud quoi. Ouais, tout à fait quoi. Et j'ai même connu des projets qui avaient des fondamentaux qui étaient solides et par contre en fait ils ont négligé un point, la partie commerciale. Donc la partie commerciale c'est souvent un peu vu de travers parce que oui mais le boulot de commercial c'est de vendre un produit. Mais si cette partie-là n'est pas intégrée à un projet, c'est juste hyper dangereux. Il y a tellement de projets dans tous les sens que vous avez avoir un projet techniquement super solide, des équipes derrière de monstres de technique. Si vous n'avez pas les commerciaux adéquats pour vendre votre projet, c'est pareil, le projet peut aller juste droit dans le mur quoi. Et des projets comme ça, j'en ai connu plus d'un quoi, qui ont sous-estimé en fait la partie commerciale. Et à contrario, il y en a d'autres qui mettent tout dans la partie commerciale et techniquement, ça vend pas du rêve quoi. Enfin, ça va pas très loin techniquement quoi. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux quoi. Ouais, je me souviens t'avais fait notamment une vidéo sur Elrond, je crois que c'était un peu l'idée de dire que le marketing était quelque chose de très important. Tu disais d'ailleurs que tu investissais dedans, qui montre que forcément il y a le côté si le marketing est bon, tout simplement il peut y avoir une bonne demande et le prix peut être intéressant. Mais j'imagine que ça veut
ça peut plus se prêter à des stratégies de j'achète un peu court terme, mais pas forcément des stratégies très long terme si tu sais qu'au fond il y a peut-être pas un fonds aussi structuré que ça, tu vois. Ouais, alors clairement, s'il y a des investisseurs, on va dire débutants, qui nous écoutent, si vous cherchez quelque chose pour le long terme, en termes risque retour sur investissement, il y en a que un seul qui est là depuis le début et qui est toujours le premier, et ça s'appelle Bitcoin. Il y a beaucoup de projets qui sont arrivés, on va remplacer Bitcoin, etc. Bon, je veux pas dire que c'est impossible, hein, ça pourra peut-être arriver sur le long terme, mais comme des personnes qui voient Ethereum passer devant Bitcoin, Ethereum est pareil, est un projet très solide, hein. Le nombre de projets qui sont venus en disant nous on va détrôner Ethereum, etc. Bon, on les voit, hein, ils sont toujours en train de ramer et là ils sont plutôt en train de descendre dans le market cap que de grimper. Mais clairement, Bitcoin est là depuis le début. C'était on va dire la première crypto-monnaie. C'est toujours lui qui est en haut. C'est toujours, enfin, à lui tout seul, il représente, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est plus de 50% de toute la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, à lui tout seul, depuis le début, il est en haut et il y reste. Donc, si vous vous sentez pas très technique, etc., bah voilà, enfin, regardez le classement. Il y en a qu'un seul qui est en haut depuis le début. Il s'appelle Bitcoin. Donc, le risque, vous ne ferez peut-être pas du x100, du x1000, comme ça peut arriver sur d'autres crypto-monnaies. Par contre, vous avez une garantie d'au moins gagner quelque chose en fait dans quelques années, quoi. Ouais, si on est sur du long terme, parce que il peut y avoir effectivement de la volatilité plus que sur des actions, donc je préviens aussi parce que c'est pas non plus. Je parle bien pour le long terme, hein, effectivement. Termiste, c'est une autre histoire et c'est une autre guerre, si je puis dire. Parce qu'on peut imaginer que le BTC perde encore 20%, quoi. C'est un truc carrément plausible à court terme, mais voilà, c'est pareil. En termes de pareil, n'investissez pas tout d'un coup. Enfin, des fois, il y en a qui disent oh là c'est le moment, le fameux buy the dip. Le nombre de fois où on a vu un moins 20, moins 30 suivi d'un deuxième moins 20, moins 30, si c'est votre premier investissement, ça vous fait tout bizarre. En une journée, vous avez perdu 20% de votre capital. Psychologiquement, il y en a beaucoup qui ça peut faire mal, quoi. Donc moi je recommande, c'est la technique du DCA. C'est-à-dire que voilà, si moi par exemple en toute transparence, j'ai arrêté mon plan épargne retraite et je l'ai transformé en DCA Bitcoin. C'est-à-dire que avant j'avais 50 € par mois qui partaient dans une épargne retraite. Tout ça, je l'ai arrêté et maintenant c'est 50 € par mois dans le Bitcoin et ça, peu importe son prix. Et j'y touche pas, c'est pour ma retraite. Voilà. Excellent. Je pense que dans 10 ans, ça sera proposé par les conseillers en gestion de patrimoine, mais je t'en dis rien. Ça marche. Et dans les recherches, les choses à regarder sur un projet, il y a aussi une autre composante, c'est la qualité de l'équipe qui est à la tête du projet. Qu'est-ce que tu regardes toi quand tu essaies d'évaluer ça en fait? Quelqu'un qui connaît le secteur, enfin, comment tu regardes ça? Alors souvent c'est vrai que c'est un truc qu'on recommande de regarder l'équipe. Et par contre, si on n'est pas du tout du monde de la crypto-monnaie, bah ça peut tout simplement n'absolument pas parler le nom de quelqu'un. Enfin, je veux dire, on peut dire lui il a fait telle entreprise, mais bah vous, à part dire oui peut-être, on sait pas vraiment qui c'est ces personnes-là. Donc moi ce que je regarde essentiellement, c'est la taille de l'équipe. Parce que des fois il y a des projets qui sont super ambitieux. Et on s'aperçoit que derrière, il y a 10 personnes. C'est un petit peu comme dire demain, je vais faire tourner l'entreprise Auchan avec 10 personnes. Ou je vais créer l'entreprise concurrente à Auchan avec 10 personnes. Il faut regarder si humainement c'est réalisable par rapport au nombre de personnes qui sont. Et après, souvent je regarde en fait au niveau des CEO, donc ceux qui on va dire qui dirigent plus ou moins le projet. Bah le truc tout bête, hein, je tape le nom dans un moteur de recherche. Et je tape avis à côté. Et bah souvent on voit un petit peu les avis, on voit les différentes entreprises par lesquelles ils sont passés. Et puis bah là il y a plus qu'à lire, savoir bah voilà, il est passé par telle entreprise, mais comment il en est sorti? Est-ce que il en est sorti avec un coup de pied au cul entre parenthèses, ou est-ce qu'il a juste quitté l'entreprise pour monter la sienne après? Enfin bref, c'est vraiment après du travail de recherche, de moteur de recherche basique, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est pareil, c'est du bon sens. Enfin, t'essaies de comprendre la personne, ce qu'elle a fait. Mais ouais, faut aller gratter, quoi. Il y aura rien qui soit présenté. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, à part, il y a peut-être quelques noms qui vont parler. Je veux dire, demain, si on me dit que CZ, donc le directeur de Binance, est en train de créer un nouveau projet, bon,
On sait que le monsieur, il a de l'expérience, c'est pas un novice et il sait où il va. Donc bon là, ça peut être des gages de confiance, mais je pense que pour la plupart des personnes qui vont commencer à rentrer, ils connaissent pas spécialement les personnalités qui existent dans le milieu de la crypto, ni même pourquoi ce sont devenus des personnalités, etc., quoi. Donc là, pour moi, c'est le travail de recherche basique. On met le nom de la personne, on voit un petit peu par là où il est passé, on regarde ce qui s'est passé, on va dire, dans sa carrière. On fait, c'est comme si on était un recruteur, on fait une analyse de CV, quoi, grosso modo. Ouais, ça marche. Alors une fois qu'on a fait un peu ce criblage des projets en fonction du sérieux, du use case, de l'équipe, du secteur, il y a un peu de marketing, ça va bien. Enfin, tous les voyants sont à peu près ouverts. Après, il y a quand même encore et tu me diras d'ailleurs si j'en oublie, mais il y a encore un aspect qui peut encore faire varier les choses, qui est tout ce qu'on appelle la tokenomics, donc le côté tout ce qui est dans l'univers, dans le codage du token, comme par exemple le hardcap, ces choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus par rapport à ce qu'il faut regarder sur l'aspect vraiment du token, les caractéristiques du token? Voilà. Alors, un point très important, effectivement, la tokenomique. Donc, il faut regarder comme tu disais, le hardcap. Donc, grosso modo, c'est combien il y aura de tokens au maximum. Et il faut regarder aussi comment ces tokens sont distribués. Ça, c'est très important. Donc, il y a plusieurs méthodes de distribution. Dans la DeFi, ça peut être au travers de systèmes de farming. Il y en a d'autres, ça peut être par des systèmes de prévente. Et ensuite, ils font juste des listings sur différents exchanges. Regardez en fait la manière dont le token est distribué. Il y a des petits outils aussi, parce que souvent maintenant il y a des tokens qui naissent sur la DeFi. Très important de regarder, c'est le nombre de personnes qui en possèdent. Si vous allez sur un projet et que vous voyez qu'il y a 2 personnes qui à elles seules possèdent plus de 50% du projet, enfin même si c'est plus de 40%, là c'est red flag tout de suite et il faut partir en courant, quoi. Que souvent en fait derrière il y a ce qu'on appelle un rug pull qui se déroule et voilà, vous vous retrouvez plumé du jour au lendemain. Ouais, rug pull, donc c'est l'effet tapis, c'est on retire le tapis sous tes pieds et tu perds tout. En fait, pour expliquer de manière très rapide, c'est il y a quelqu'un qui va créer un projet, un token avec en faisant quelques clics, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il va ensuite créer une pool de liquidité, donc sur un des exchanges bien connus, que ce soit PancakeSwap, SushiSwap et tous ceux qui peuvent exister. Et puis après, il commence à faire un peu de la pub sur Telegram, etc. Il se trouve une paire de commerciaux improvisés qui vont chiller son projet sur les réseaux. Pour faire pumper le prix, pour lui c'est très simple, parce qu'en général la pool de liquidité n'est pas spécialement énorme. Et donc il suffit qu'ils achètent un petit peu de token. Donc déjà à la base c'est eux qui définissent le prix du token et il suffit qu'ils achètent un peu de leur token pour commencer à faire grimper le prix. Les bougies vertes attirent toujours plus que les bougies rouges. C'est psychologique chez les gens. C'est quelque chose qui est dans nos réflexes humains, j'ai envie de dire. Et donc là, les gens vont commencer à acheter. Et sauf que les personnes, vu qu'elles possèdent la majorité des tokens, d'un seul coup, elles vont commencer à en revendre tout doucement. Et d'un seul coup, elles vont en fait vider leur sac, elles vont vendre tous leurs tokens et le token va arriver à 0. Et vu que la pool de liquidité sera vide, ils auront raflé en fait, s'ils ont mis ça par exemple contre un stablecoin ou une crypto assez réputée, eux vont récupérer toute la crypto réputée en revendant tous leurs tokens et il y aura plus rien en fait dans la pool de liquidité et du coup ceux qui auront acheté leurs tokens ne pourront plus rien en faire. Le token ne sera plus vendable. Ils auront un token dans leur wallet qui ne leur servira strictement à rien, quoi. C'est l'effet Ponzi, c'est-à-dire les nouveaux entrants en achetant parce qu'ils ont vu les bougies vertes, ils donnent de l'argent qui permettent à l'équipe dirigeante de sortir avec cet argent frais qui vient d'entrer, quoi. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. Il y a des choses justement pour se prémunir de ce genre de choses. Par exemple, je pense à la liquidité qui est locked ou à la liquidité qui est détenue par une communauté. Il y a 2 choses que j'avais vues c'est 2 choses différentes que j'avais vues qui avaient été mis en avant sur différents projets que je regardais pour justement dire non, il y aura pas de rug pull parce qu'il y a ces dispositions là. Il y en a qui disent qu'ils sont locked, il y a une autre qui disent mais non, mais c'est dans la communauté parce qu'ils vont pas tous vendre d'un coup en fait. Comment tu vois ces choses-là? Alors effectivement, c'est des paramètres qu'on peut regarder. La liquidité qui est lock, c'est pas super simple à voir. En fait, si les projets l'indiquent, on va pouvoir voir au travers, parce qu'en fait
il y a des projets qui sont spécialisés dans le blocage de liquidité. Donc on prend le token, on va sur le projet et on regarde et ça va nous dire bah voilà, oui, effectivement il y a autant qui est bloqué pendant autant de temps. Donc là on peut le savoir, mais vu qu'il y a plusieurs projets qui permettent de faire ça, il faut que ce paramètre soit indiqué en général sur la page du site ou tout du moins dans la documentation du projet qui indique avoir bloqué sa liquidité. Et ensuite, un paramètre qui est par contre, deux paramètres qui sont beaucoup plus facilement vérifiables, c'est de voir en fait la quantité de liquidité qui est déjà disponible. Donc clairement en fait, en dessous de $50,000, pardon, ça sent pas spécialement bon. Alors $50,000, ça peut paraître une très grosse somme, mais dites-vous que les arnaqueurs, pour eux, s'ils sortent $50,000, ils savent qu'ils vont en récupérer pour des millions par moment, quoi. Donc c'est pas non plus énorme dans le milieu des crypto-monnaies, $50,000, surtout pour une pool de liquidité. Donc ça c'est assez facilement visible. Il suffit d'aller sur la pool de liquidité. La plupart des exchanges affichent combien il y a dans la pool de liquidité. Et après il y a des petits outils comme PooCoin, donc qui permet de vérifier combien il y a de liquidité dedans. Et l'autre paramètre que PooCoin indique aussi et qui est assez facilement vérifiable au travers des explorateurs de blockchain, c'est le nombre de personnes justement qui possèdent du token. Donc si on voit que le token est possédé par beaucoup de monde, bah c'est un bon signe. Ça veut dire que bah voilà, c'est pas centralisé la détention du token. Et pareil, comme je disais en fait juste avant, ça regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui possède à lui tout seul un trop gros pourcentage en fait du token en circulation. Ça, c'est visible de tout le monde sur la blockchain, c'est quelque part ou c'est cette répartition des tokens. Ouais. En fait, vous allez donc que ce soit sur Etherscan, Binance Scan, etc. Quand vous regardez, donc vous collez l'adresse du token et il y a une partie holder qui s'affiche. Vous cliquez dessus et là, en fait, vous allez voir tous les plus gros portefeuilles. Donc normalement, les plus gros portefeuilles, c'est soit l'adresse de burn, soit une adresse de smart contract, ou alors ce qu'on appelle un wallet multisignature. Donc un wallet multisignature, c'est grosso modo une garantie en fait pour les investisseurs et une sécurité aussi pour l'équipe. C'est-à-dire que pour dépenser de l'argent sur ce fameux wallet multisignature, il faudra qu'il y ait par exemple 3 personnes sur les 5 membres dirigeants qui valident l'action pour pouvoir dépenser quelque chose. Ça évite qu'il y en ait un qui d'un seul coup pète un boulon et veulent se sauver avec la caisse, ou si jamais il y en a un qui se fait, on va dire, pirater dans la bande, etc. Bref, c'est des sécurités pour protéger l'entreprise, mais ça rassure aussi également les investisseurs d'un imprévu qui pourrait arriver et gravement affecter le projet d'une manière financière. Et ça, pour toi, le standard dans la sécurité, les trucs acceptables, c'est qu'il y en ait au moins 3 signataires ou plus? Ça dépend vraiment du nombre de personnes. J'ai envie de dire qu'il faut pour moi, oui, qu'il y ait au moins 5 personnes derrière avec 3 signataires obligatoires. Ça me paraît un bon truc de sécurité. Mais après, si c'est un tout petit projet d'une PME et qu'au final il y a que 3 dirigeants et qu'il faut 2 signataires, voilà, ça reste quand même plus ou moins sécurisé. Après, c'est toujours plus on augmente en nombre, plus la sécurité se renforce. Mais après, il faut voir aussi est-ce que ça vaut la peine pour protéger un capital de 20 000 euros qui est 10 signataires. Enfin, c'est toujours une histoire de rapport rendement, quoi. Ouais, bien sûr. Et quand on parlait de locked liquidity, il y a une façon aussi de voir en fait que la liquidité est verrouillée, voir que c'est inscrit dans le code, que c'est pas juste simplement inscrit sur le white paper comme une intention, oui on va les sécuriser, mais que c'est effectivement locked. La liquidité qui est verrouillée, c'est pas inscrit en fait dans le code du token, ça se passe en fait au niveau de la pool de liquidité. Par exemple, il y a, si je dis pas de bêtises, c'est Unify qui propose ce service-là. Donc vous allez pouvoir déposer de la liquidité en passant par Unify. Et en fait, dans le smart contract, vous allez dire, je dépose de la liquidité au travers d'Unify, et cette liquidité-là, je la bloque en fait pendant 6 mois. C'est-à-dire que même si d'un seul coup vous changez d'avis
et que vous dites je veux récupérer ma liquidité que j'ai déposée, vous ne pourrez pas parce que vous avez indiqué dans le smart contract que c'était 6 mois et tant que les 6 mois ne sont pas écoulés, vous ne pourrez pas récupérer votre liquidité. Il y a plusieurs services qui proposent ça. Donc pour vérifier si la liquidité est bien verrouillée, en fait, il faut juste se renseigner auprès du projet. Et normalement, ils vont vous dire oui, on l'a verrouillé via telle plateforme. Et du coup, après, il suffit d'aller de se rendre sur la plateforme et toutes ces plateformes-là offrent la possibilité en fait de vérifier combien de temps il reste en fait avant que la liquidité soit débloquée, etc. Et les plateformes peuvent pas être complices ou un homme de paille. Hein. La plateforme, elle est indépendante et obligatoirement. Oui. Alors après, normalement, ils passent par des grosses plateformes qui sont reconnues dans le milieu. Quoi. On voit tout de suite en fait quand on arrive sur la plateforme qu'il n'y a pas juste un projet qui est passé par celle-ci. Quoi. D'accord. Ok. D'accord, ouais, donc on peut s'en prévenir sur la concentration des holders, donc comme tu disais, ou alors s'ils sont passés par cette plateforme pour verrouiller la liquidité, quoi. Ok. Il y a un autre risque, alors peut-être un peu moins drastique, violent, mais qui est le risque de déflation sur un token qui émettrait beaucoup de ce token en fait, qui aurait pas ce hard cap. Est-ce que tu peux expliquer comment on le voit ça, et puis comment est-ce que éventuellement il y a des mécanismes qui permettent de le compenser? Je pense au burn, choses comme ça en fait. Alors oui, donc effectivement, il y a des fois sur certains tokens, c'est marqué quand on regarde la total supply qu'il va y avoir, c'est marqué infini. C'est tout simplement parce que il n'y a pas de nombre. Ils n'ont pas prévu un montant maximum. Et en fait, ils ont un système de création. Par exemple, ça va être chaque année, ils vont créer 1 million de tokens ou 100 000. Enfin bref, il y a un système de création continue et qui n'a pas prévu de prendre de fin. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on appelle des tokens inflationnistes. C'est dangereux parce que c'est le même système qu'avec la BCE, la Fed, etc. Hein. Plus on imprime de billets et pour un même nombre de personnes, plus en fait il va y avoir ce qu'on appelle un système d'inflation. Donc les gens en fait voient les prix monter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les prix montent pas vraiment. C'est juste la monnaie qu'on a entre les mains qui perd de la valeur. Mmh. Et donc pour regarder ce point-là. Ce qui est important de voir, en fait, c'est à quoi sert exactement le token derrière, la manière de l'obtenir. Par exemple, je vais prendre comme exemple le cake de PancakeSwap, qui, pareil, n'a pas de total supply de limité. Il continue de créer du cake comme ça à l'infini. Pour protéger le prix, ils ont des systèmes de burn. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de contenter à peu près tout le monde en fournissant du cake. Et pour éviter que y en ait qui vendent trop vite leur cake, etc. Ils font ce qu'on appelle un système de burn. Donc un système de burn, en fait, c'est on prend une partie d'un token et on l'envoie vers l'adresse 0. Donc en fait, c'est une adresse où personne n'a les clés. Donc quand ça tombe là-dedans, c'est comme si on jetait les clés de sa maison dans un puits sans fond. Il y a plus moyen de les récupérer, on peut plus rentrer, quoi. Et donc ça, c'est le système de burn. Et donc ils vont faire ça pour pouvoir en fait justement abaisser, on va dire, un petit peu la rapidité de l'inflation de leur token. Et après, il faut voir aussi c'est s'ils sont capables de multiplier les utilités de leur token. C'est-à-dire que si au début le token vous permet juste de voter, ok, c'est bien, mais un token qui permet juste de voter et qui est inflationniste, c'est pas top, surtout si la communauté elle grandit pas si vite que ça. Après, si la communauté grandit assez vite, ça peut être un bon système pour permettre justement à tout à chacun de prendre part au vote et sans être, on va dire, lésé, sans devoir payer une fortune parce qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en circulation. Mmh. Et si on commence à rajouter d'autres utilités, donc toujours si on reste sur PancakeSwap par exemple, ces cakes, on peut les bloquer en fait dans un smart contract qui permet en fait de profiter de ce qu'on appelle des IDO. Donc ce sont des initial DEX offering. Ça veut dire que il y a des tokens pour commencer à être listés. En fait, ils sont listés sur des échanges décentralisés. Et en bloquant ces pancakes dans un smart contract, on va pouvoir toucher de ces tokens en récompense. Donc ça peut être une autre utilité. Ça va peut-être permettre pour certains autres protocoles d'avoir des réductions sur les frais lorsqu'on utilise la plateforme. Enfin bref, plus il y a d'utilité sur un token, plus ça permet de conserver sa valeur. D'une manière générale, il faut toujours faire très attention avec les tokens qui sont inflationnistes, parce que en fait, lors des vagues de correction,
c'est eux qui prennent le plus cher. Clairement, hein, on peut regarder plusieurs cas. À partir du moment où un token a une création infinie, lorsqu'il y a des corrections, les holders, en fait, les personnes qui en possèdent, tout du moins, ont beaucoup moins peur de vendre ce token-là parce qu'ils savent très bien que ça continue de se créer comme ça. Ils auront pas de mal à en reprendre par la suite. Alors que du Bitcoin qui a une quantité finie, ou d'autres projets qui ont des quantités finies comme le BNB par exemple, qui depuis le début a une quantité finie, mais qui lui brûle au fur et à mesure des tokens en fait pour rendre ça en fait déflationniste, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, moins il y a de BNB. Et il y a d'autres projets qui fonctionnent un peu de la même manière. Eh ben, ces tokens-là, même quand il y a une vague de correction, on se dit ouais, on sait pas trop comment il va se faire corriger. Je préfère le garder en portefeuille parce que je sais qu'il a des bons fondamentaux, qu'il a des bonnes utilités, qui me sert à quelque chose. Alors que le token qui est inflationniste, celui-là, je sais que ça va encore continuer de faire tourner la machine avec la planche à billets pendant X années. Il n'y a pas de risque. Je préfère tout larguer parce que on sait que la mécanique qui permet d'assurer le prix n'est pas là, contrairement à d'autres tokens, quoi. Ouais, ça faut faire vraiment attention à ça. Est-ce que ça serait pas le même mécanisme qui fait que quand des projets font des gros airdrops, le prix chute également, que les gens le vendent et puis ça tout de suite ça chute? Oui, alors c'est ça, hein, parce que la plupart des personnes, quand ils regardent un token, ils regardent pas trop à quoi le token va leur servir, ils regardent combien ils peuvent gagner avec le token. Ça s'arrête juste là. Et donc, quand il y a des systèmes de airdrop, ils regardent même pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire du token qu'ils viennent de gagner comme ça parce qu'ils ont fait une action ou une autre. Regardez combien ça leur rapporte s'ils le vendent tout de suite. Voilà, c'est 90% des personnes, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ça se trouve, en fait, vous venez de gagner un token qui, d'ici 1 an, si vous aviez lu la roadmap, va vous permettre d'économiser 10 ou 15% de frais sur une plateforme que vous utilisez toutes les semaines. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le vendre tout de suite, ou est-ce que ça vaut le coup de le garder parce que justement ça va vous apporter un plus en fait par rapport à la plateforme que vous utilisez? Ouais, là c'est clairement la vision long-termiste qu'il faut avoir sur ce genre de choses, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il faut pas non plus hésiter à se prendre un petit peu de bénéfice, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas en fait ça va tout à l'inverse. Ils sont à fond dans un projet et ils en oublient en fait leur partie investissement. Et ils sont non mais on est là pour le long terme et ils veulent jamais prendre de bénéfices parce qu'ils ont une foi inébranlable dans le projet. Et sauf que d'un seul coup quand ils se réveillent, il est trop tard, quoi. Donc il faut pas non plus avoir peur de. Moi, comme je dis toujours, pour ne jamais rien regretter, n'ayez pas peur de récupérer votre mise de départ. Donc comme ça, vous êtes à zéro, vous êtes ni perdant ni gagnant. Et quoi qu'il arrive, si vous reste des tokens, vous serez forcément gagnant parce que vous avez récupéré votre mise de départ. Ouais, c'est carrément un bon conseil et ça évite aussi les yo-yo émotionnels qui arrivent quand par exemple tu hold un projet qui est bon et un airdrop arrive et tu penses qu'en fait ça va monter et ça chute complètement. Ce genre de truc qui est hors de ton contrôle et t'es bien content d'avoir pris un peu de profit un peu avant, comme ça au moins tu sais que t'es safe, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Et je voulais sur la partie investissement aussi, t'emmener un peu sur le terrain de la DeFi justement, parce que c'est une autre manière assez que je regarde de plus en plus près en fait pour rentabiliser un portefeuille, surtout quand il y a un marché qui est plus aussi bull qu'il a été. Et il y a des solutions, notamment staking, farming, lending, qui permettent d'avoir du rendement quand même là-dessus. Sur les actifs qu'on peut avoir. Est-ce que tu pourrais présenter les mécanismes justement et comment elles fonctionnent en fait, si c'est pas des bulles, s'il y a vraiment un vrai valeur économique et modèle économique derrière, juste pour qu'on puisse comprendre. Ouais, alors justement ça va recouvrir en fait un petit peu les différents points qu'on vient de balayer juste avant. Les rendements, comment ils sont faits? Alors déjà, il y a des points à prendre en compte, c'est la manière dont ils affichent les rendements. Il y en a certains qui vont parler à ce qu'on appelle en APR et d'autres en APY, donc APY. Alors donc l'APR, c'est un rendement annualisé, c'est-à-dire si vous déposez 100 € sur un contrat et qu'il y a un APR de 10%, eh bien au bout d'un an, vous aurez gagné 10 €. Et après, il y a ce qu'on appelle les APY, les APY.
Là, c'est du rendement composé. Et sauf qu'il précise, il faut aller chercher dans les petites lignes pour voir qu'est-ce qu'ils appellent rendement composé. Donc un rendement composé, c'est le fait de, par exemple, tous les 2 jours, vous touchez un petit pécule et vous prenez ce pécule-là pour le réinvestir dans ce que vous avez déposé initialement. On continue d'alimenter de manière, on va dire, perpétuelle notre investissement initial avec les gains qui en sont générés. Et sauf que il y en a des fois ils disent voilà, il faut faire le réinvestissement 1 fois par jour, 1 fois par semaine, enfin bref. Donc c'est déjà ces 2 méthodes d'affichage qui sont différentes. Donc ça c'est bien à prendre en compte. Et après en fait pour les mécanismes, alors souvent il y a toutes les nouvelles plateformes qui viennent qui se lancent ont des taux de rendement qui sont juste mirobolants, hein. Il y a peu de personnes qui comprennent comment on peut avoir des rendements à 3 chiffres. Et des fois plus, hein, on voit vraiment des trucs, si on peut me permettre l'expression, un peu débiles des fois dans la DeFi. Alors, pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que plus on va offrir de récompenses, plus ça va attirer de monde. Et une plateforme, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle ait de la liquidité. Personnellement, je vais pas aller faire des échanges sur une plateforme où il n'y a pas de liquidité, parce que je sais qu'il va y avoir un plus gros impact sur mon prix d'échange, etc. Bref, donc du coup, pour qu'une plateforme soit attire du monde, attire des traders, etc., il faut qu'elle ait de la liquidité. Du coup, elle promet des gros rendements à ceux qui viennent déposer de la liquidité en général. Du coup, comment fonctionnent ces fameux rendements mirobolants ? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, créer un token, c'est super simple. Donc après, je vous rassure, hein, en général, les plateformes qui créent leurs tokens comme ça, ils passent pas par des outils, ils ont quand même des développeurs qui écrivent les smart contracts comme il faut, etc. Mais vu que c'est eux qui définissent la première pool de liquidité, ils peuvent du coup définir un petit peu le prix qu'ils veulent. Ils peuvent créer un token et donner le prix qu'ils veulent au token. Donc en fait, c'est là-dessus, c'est sur le prix du token par rapport à la crypto qu'on dépose dans un pool de liquidité que le rendement est calculé. Sauf qu'après, comment les rendements font pour se maintenir dans le temps, là on en arrive à la fameuse utilité du token. Donc c'est-à-dire que si on gagne un token qui a une très faible utilité, les gens vont ils en auront rien à faire d'avoir ce token-là et ils vont le vendre systématiquement. Donc du coup ça va faire chuter le prix du token et ça va aussi rapidement faire chuter les rendements. Alors que s'il y a une bonne utilité au niveau du token, ou alors qu'il y a un bon mécanisme derrière, qu'il est régulièrement burné, qu'il est déflationniste de base, etc., là, le prix peut réussir à se sauvegarder dans le temps. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les nouvelles plateformes qui sortent, ça dure l'effet rendement à 3 chiffres, il dure 2-3 mois maximum. Au bout de 2-3 mois, leur token, il est au ras du sol, parce que personne n'a voulu le garder, tout le monde a profité du rendement, et après tout le monde retire ses liquidités et va voir ailleurs. Et on se retrouve avec des espèces de plateformes zombies qui ont fait parler d'elles pendant 3 mois parce qu'il y avait du rendement, et qui d'un seul coup n'intéressent plus personne parce qu'il n'y a plus de rendement, leur token ne vaut plus rien, et vu que ça vaut plus rien, tout le monde retire sa liquidité pour aller voir ailleurs et choper une nouvelle plateforme qui propose de nouveau un super rendement, etc. Alors pour ça, moi j'ai un autre conseil, parce que pareil, régulièrement on entend parler de hack dans la DeFi. Donc ce sont des plateformes en fait tout simplement qui ont été victimes de pirates, parce que les pirates ont réussi à trouver une faille dans le code des smart contracts de la plateforme. Et moi personnellement, je préfère monter dans un train en retard que d'y monter en avance et pour constater qu'il va dérailler par la suite. C'est-à-dire que pour faire simple, moi dans la DeFi, je pose de la liquidité, ou je joue entre parenthèses avec un protocole à partir du moment où il a 6 mois d'ancienneté et plusieurs dizaines de millions en valeur verrouillée en fait dans son protocole. Alors la raison elle est très simple, c'est que un audit en fait c'est un petit peu comme un contrôle technique de voiture. Donc il y a beaucoup de sites qui disent c'est bon, on a été audité. C'est un peu comme quand on achète une voiture d'occasion. Oui, il y a un contrôle technique, mais c'est pas ce contrôle technique qui nous dit que la voiture elle est garantie d'avoir 0 panne pendant les 6 prochains mois, quoi. Et le fait en fait d'avoir une plateforme qui a déjà plus de 6 mois d'ancienneté avec plusieurs dizaines de millions de dollars, on sait qu'en fait il va y avoir des pirates qui s'y seront intéressés, qui vont avoir été titiller le code, etc. Et pour moi, c'est 6 mois. Hein, ça pour d'autres personnes, ça pourra peut-être être 1 an, j'en sais rien. Enfin bref, chacun après à lui de juger. Moi, je trouve que 6 mois dans le milieu de la DeFi,
Ça me paraît plutôt raisonnable pour voir si ça réussit à résister un petit peu à toutes les attaques. Après, on a l'exemple de Badger, Badger qui s'est fait hacker récemment. Donc eux, c'était pas au niveau des smart contracts, il y avait eu un problème en fait sur ce qu'on appelle la partie front-end. Eux avaient plus de 6 mois d'ancienneté. Pourtant, c'est quand même arrivé. Mais je trouve que c'est un paramètre qui permet quand même de grandement limiter la casse. Et si on voit que 6 mois après, le token de la plateforme, il s'est pas encore écroulé, c'est justement qu'il y a les mécanismes qui sont là, qui sont en place pour réussir à maintenir son prix, et que la plateforme arrive toujours à délivrer des rendements du coup assez généreux, même si c'est plus des rendements à 3 chiffres comme il y a eu au début, enfin des rendements à 2 chiffres. Excusez-moi, quand les gens disent ah non mais là on gagne que 10%, moi je cherche les trucs à 300%. À regarder le livret A, mais sérieusement quoi. Moi 10%, je trouve que c'est déjà énorme. J'en parle à mon banquier, à chaque fois il tire la gueule. J'ai investi récemment dans un truc avec 2000% d'APR qui au bout de 3 mois a fait un rug pull, enfin un exploit, une faille quoi. Et au final, c'était neutre parce que ce qu'on a gagné en reward était autant que ce que j'ai perdu sur la valeur du token, mais c'est beaucoup d'émotions, c'est quand même vachement, c'est dur quoi. Faut toujours checker, etc. Donc c'est pas mal de se dire au bout de 6 mois. Tu sais qu'il y a un peu moins de chances que ce genre de truc arrive quoi. Ouais, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'agis, et pour l'instant j'ai pas eu une mauvaise surprise. Alors après en fait j'ai déjà eu entre parenthèses des mauvaises surprises, mais c'est avec des plateformes que je testais. Donc c'était vraiment des tout petits montants, et quand je dis des tout petits montants, c'est genre maximum $50. C'est vraiment, enfin, je suis pas un gros portefeuille. J'ai beau travailler dans la crypto, je suis pas multimillionnaire, loin de là. Je suis même pas millionnaire tout court, je rassure les gens. Ouais, t'étais là pour la tech, quoi, avant tout. Voilà, moi, clairement, c'est le truc qui me passionne. En fait, pour moi, la vision de la crypto va bien plus loin que l'aspect spéculatif. Enfin, pour moi, c'est même la dernière partie, pour moi, la partie spéculation. Ouais. Au niveau sécurité, peut-être plus pour tout un chacun. Parler à un moment d'hygiène numérique en fait sur une de tes vidéos. Pour toi qui est dans la sécurité informatique en plus, quelles sont peut-être les choses que les gens ne font pas assez et qu'il faudrait systématiquement faire pour limiter les risques de hack, de perdre finalement son patrimoine quoi. Alors, je pense qu'il y a 2 méthodes. On va dire juste parler niveau interaction avec son wallet. Il y a 2 choses qui sont importantes. Alors, la première chose, déjà, c'est ce qu'on appelle la seed, donc c'est-à-dire les fameux 12 ou 24 mots qu'un wallet vous génère. Ça se note pas sur un ordinateur. J'en connais trop qui mettent ça dans un fichier Notepad qu'ils appellent Toto et qui mettent dans mes documents. Enfin, non, c'est vraiment très mauvaise idée. Un jour, vous allez vous réveiller, votre wallet va être vide, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc tous ces mots-là, c'est seed, ça se marque sur des bouts de papier, et limite vous le marquez sur 2-3 bouts de papier, et ces 2-3 bouts de papier vous les rangez à différents endroits. Donc ça c'est le premier, on va dire, première bonne pratique à avoir avec ces wallets. Après, souvent, donc du coup, comme moi, la partie où j'expliquais que je faisais des petits tests, des fois je vais tester des nouvelles plateformes qui sortent pour essayer d'un petit peu en fait comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Donc clairement mes tests, moi c'est vraiment juste à but technique, c'est pour voir quel contrat va être interrogé, comment ça fonctionne derrière, enfin bref. Tous ces tests-là, vous attribuez un wallet dédié en fait pour faire ça. C'est-à-dire que si jamais d'un seul coup vous déroulez un smart contract qui en fait par la suite va vous vider votre wallet, parce que oui ça c'est des choses qui sont déjà arrivées, les gens regardent pas, ils cliquent oui je confirme, c'est bien ce que je veux faire, et puis en fait le smart contract va tout simplement vider votre wallet. Donc c'est assez rare, je rassure, en fait en général forcément c'est vite repéré, et du coup les plateformes sont fermées, mais c'est toujours malheureux de faire partie de ceux qui sont arrivés là, qui sont tombés dedans. Donc en fait le fait d'avoir un wallet pour tester, vous mettez des toutes petites sommes dessus, et voilà, et vous testez les différentes plateformes avec ce wallet là. Alors c'est un double avantage, parce que s'il y a des airdrops un jour, vous aurez le airdrop sur votre wallet de test et sur votre wallet, on va dire, sur votre wallet personnel, celui là où vous allez avoir le plus de vos fonds. Et donc voilà, vous faites les tests avec un petit wallet de test, et une fois que vous avez jugé que c'est OK, vous attendez une semaine ou deux, vous voyez qu'il s'est rien passé de bizarre sur votre wallet de test, là vous pouvez y aller avec votre wallet sur lesquels il y a un peu plus de montant.
Une autre méthode qui est pas très connue, celle-là, et c'est bien dommage. En fait, il faut donc à chaque fois qu'on veut, par exemple, déposer de la liquidité ou faire des échanges, etc., on doit faire ce qu'on appelle une approbation de dépenses. Donc, c'est-à-dire que souvent, en fait, avant de valider notre transaction, si c'est la première fois qu'on interagit avec une plateforme ou un smart contract, il nous dit, bah voilà, autorisez-vous le smart contract à dépenser vos sous. Et souvent, les gens, ils cliquent confirmer, sauf qu'en fait, quand on clique confirmer comme ça, sans rien éditer, eh bien, en fait, ça autorise le smart contract à dépenser des sommes qui sont proches de l'infini, en fait. Donc, grosso modo, qui peuvent vider votre wallet si demain le smart contract se fait hacker. Le smart contract, en fait, peut être, par exemple, bien fait, mais si demain, il y a un pirate qui trouve une faille dedans et que vous n'avez pas retiré ces fameuses autorisations, eh bien, le smart contract va pouvoir les servir dans votre wallet parce que vous l'avez autorisé, en fait, à dépenser un montant proche de l'infini. Donc, il y a deux solutions à ça. C'est soit vous utilisez une plateforme, on va dire de manière assez rare, où c'est juste pour la tester une seule fois. Donc là, vous éditez en fait le montant quand il y a la petite fenêtre MetaMask qui arrive sur la demande d'approbation. Il y a marqué Edit Permission. Donc là, vous cliquez sur Edit et au lieu de mettre le nombre proche de l'infini, vous définissez le montant vous-même. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez dépenser $100 dedans, vous autorisez $101, comme ça vous êtes sûr de pas être bloqué. Et vous faites votre transaction et du coup le smart contract pourra jamais dépenser plus. Et sinon après, si vous servez régulièrement de plateforme et que je sais pas, d'un seul coup vous voulez arrêter de vous en servir, il y a ce qu'on appelle des systèmes de révocation de contrat. Il y a Unrect qui est assez connu pour ça. Vous allez dessus et en fait ça vous affiche tous les smart contracts que vous avez autorisés à accéder en mode open bar à votre wallet et il y a des petits boutons à côté où c'est marqué révoque. Et donc vous cliquez là-dessus. Donc à chaque fois c'est une petite transaction à valider et ça va en fait retirer les permissions que les smart contracts ont. Donc ça c'est quelque chose qui permet vraiment de se protéger parce que même des personnes qui étaient dans le milieu depuis longtemps, qui étaient sur des plateformes qui étaient quand même plutôt assez réputées, ont déjà eu des soucis parce que là en fait l'un des développeurs de la plateforme s'était fait hacker. En fait, s'était fait hacker son wallet personnel et du coup, en fait, le pirate, grâce à son wallet personnel avec lequel il avait développé les smart contracts, a réussi à utiliser les smart contracts, on va dire, de manière un petit peu frauduleuse et à vider, en fait, je sais pas combien de comptes d'utilisateurs. Wow, ok. Ouais, d'accord. Ouais. Et ça, effectivement, j'ai jamais entendu parler de cette chose-là, que je savais pas qu'on pouvait faire une sorte de nettoyage des cookies, en fait, sur Internet. Et ça, c'est effectif. Alors, ça, c'est rétroactivement faisable. Donc, même si on l'a pas fait, on peut le nettoyer tout de suite son tout wallet, à fait. quoi. Après, limite, je sais pas si sur ton podcast il y a des liens qui sont affichés. Je te mettrai 2-3 liens de plateformes qui permettent justement de retirer ces approbations de contrat. Ah bah ouais, bien volontiers. Ouais, on mettra ça dans les notes de l'épisode, effectivement. Et parce que MetaMask, c'est finalement 90% de ce que les gens utilisent, j'imagine, pour aller pour trader. C'est clair que c'est important d'avoir ça, quoi. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait un bon petit tour là sur le sujet. Est-ce qu'il y a des choses peut-être importantes qui, pour toi, sur les thèmes qu'on a explorés, qu'on n'a pas parlé, des choses importantes? Quand on débute, vaut mieux y aller pas à pas et bien tout maîtriser d'un seul coup que d'essayer d'un seul coup de tout comprendre. C'est le meilleur moyen de se faire déborder, de se mélanger les pinceaux. Ouais, c'est clair. Ouais, j'imagine. Et toutes ces connaissances que tu as aujourd'hui, tu les as, elles t'ont mis plusieurs années. Donc à partir de 2020, tu t'es mis vraiment longtemps dessus. Hein. Ouais, clairement. Et je continue d'apprendre tous les jours. Hein. Il y a l'autre jour quelqu'un qui me demandait en DM, mais sérieusement, il me disait, mais je comprends pas. Je passe 2 heures par jour et j'ai l'impression de toujours être à la ramasse. Faut vous dire que moi, j'ai le nez dedans tous les jours. Si je pars une semaine en vacances, je reviens, j'ai l'impression d'être parti pendant 1 mois en vacances. Enfin, ça évolue à une vitesse, mais qui est juste faramineuse. Et c'est normal. Je veux dire, il faut pas se sentir frustré si on n'arrive pas à suivre la vitesse de développement. Il y a des personnes qui ont le nez dedans tous les jours et qui n'arrivent pas à suivre. Voilà, ça se développe sur tous les fronts en même temps. On peut pas tout suivre en parallèle, quoi. Donc c'est pareil. Voilà. Si on cherchait un dernier conseil, ne vous éparpillez pas trop. C'est-à-dire que commencez pas à essayer de choper 50 projets. Restez concentré sur 2-3 projets. Déjà, c'est bien. Parce que déjà, suivre l'évolution
de 2-3 projets, ça demande déjà un petit peu une source de travail. Et ne pas hésiter non plus à se remettre en question. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai déjà été sur des projets que je trouvais clean dès le début, etc. Et puis, un projet, enfin, comme on l'a dit au début, c'est une entreprise. Donc des fois, ça change de stratégie, etc. Et voilà, les nouvelles stratégies qu'ils ont adoptées ne me plaisaient pas, et j'ai quitté le projet, tout simplement. Enfin, il faut pas non plus avoir de remords en se disant ah non, mais ils étaient bien au début, ils vont se rattraper. Non, si d'un seul coup vous estimez que le projet il fait n'importe quoi, vous arrêtez, vous passez à autre chose et vous vous reconcentrez sur un autre projet, quoi. Ouais, faut pas hésiter à, effectivement, comme on dit, pas se marier à son projet. Mais c'est pas forcément facile, mais il faut le faire, je pense, ouais. Ouais, carrément. Et ne pas tomber non plus amoureux de ces tokens. Parce que souvent, en fait, il y a des fois des personnes qui se retrouvent à, on va dire, être virtuellement riches et qui, d'un seul coup, se retrouvent virtuellement, mais aussi réellement pauvres. Tout simplement parce que en fait, tant que le token il est vert, ils sont ce token là, je suis trop content de l'avoir acheté, je le garde jusqu'à la fin de ma vie parce qu'ils voient le truc devenir de plus en plus vert. Et puis d'un seul coup, ça se retourne complètement et ils sont non, mais je le garde, ça va repartir. Et quand ils sont proches du sol, ils se disent ça va peut-être plus repartir, quoi. Et effectivement, voilà. Ouais. Manque à gagner 90%. Bon, ok. Pas terrible, finalement. Ouais, effectivement. Donc, il faut pas non plus tomber amoureux de ces tokens et il faut savoir penser à soi, se mettre rapidement en sécurité, quoi. Ouais, non, tu fais bien de le rappeler. C'est important. Et écoute, on arrive un peu sur la fin du podcast. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être justement tout ce qui est tes références en fait documentaires? Quelles sont les choses qui seront pourtant intéressantes d'avoir en fait sous la main, de lire, de consulter en termes de... Alors il n'y a pas de livres dans ce domaine-là, c'est pas des ouvrages, mais peut-être des sites, des blogs, des choses comme ça. Il y a le livre de David Saintonge, Tout sur le Bitcoin. Donc en fait pour les personnes qui sont un peu novices. Et donc moi, ce que je conseille toujours, c'est effectivement de d'abord comprendre la technologie, enfin comprendre dans quoi on investit avant d'investir les yeux fermés. Donc le livre de David Saintonge est plutôt bien fait pour expliquer comment ça fonctionne. Après, pour comprendre, alors les gens souvent oublient de faire le parallèle, c'est de comprendre comment en fait fonctionne de base l'économie et la finance. Donc pour ça, je recommande le livre de Gilles Miteau, donc de la chaîne Eureka sur YouTube, qui vulgarise en fait tout ce qui est finance et économie. En médias francophones de qualité, parce que c'est pareil, il y a des personnes qui se mettent à parler de crypto-monnaie quand c'est la hype, c'est un peu comme la chloroquine, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Moi, je peux recommander Cryptost, Bean Crypto, le journal du coin aussi, ils sont plutôt sérieux, il y a pas mal d'articles sponsorisés, mais contrairement à d'autres, ils regardent avec qui ils travaillent, ils s'acceptent pas juste un billet pour parler d'un projet. Et puis déjà, si vous arrivez à lire tous les articles qui sortent chaque jour, c'est déjà une bonne source d'information. Et puis après, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est clair. J'allais le lire. Ouais. Faut pas oublier ton compte Twitter. Ouais, carrément. Ok, écoute, énorme, super. Merci pour tes conseils, pour partager avec tes observations sur ce que tu vis. Comme tu le disais, t'en es pas au début, t'en es pas à la fin, t'en es pas au début non plus, mais on continue à apprendre tous les jours. Donc c'est cool que tu puisses partager au moins ce que tu as glané au fil de tes recherches. Et merci beaucoup pour ton temps. Et je te dis à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de se recapter sur ce. Écoute, avec plaisir. Ravi d'avoir échangé avec toi sur ce sujet-là. J'espère que tous ces retours d'expérience seront utiles aux nouvelles personnes se lançant dans la crypto. Ça marche. Merci, à bientôt. Salut Paco, ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.